On connaît deux sortes de divisions, donc la mitose et la méiose. Comment on passe de l'un à l'autre dans l'évolution? En combien de minutes? 5 minutes. On passe de l'une à l'autre. Dans l'évolution, je ne sais pas. Il faut plusieurs choses pour passer de l'une à l'autre, si c'est ça ta question. Il faut enchaîner, surtout, il faut modifier le cycle cellulaire et donc enchaîner en particulier, l'élément clé, c'est probablement d'enchaîner 2 divisions successives sans faire rentrer dans une phase de réplication. Et ça, il suffit, et ça a l'air assez simple, de moduler les complexes protéiques qui activent en fait du type APC, qui sont des systèmes de phosphorylation et d'activation qui agissent. Et il suffit de diminuer, de changer la quantité en fait de ces enzymes pour repartir dans un cycle de ségrégation sans faire de synthèse. Donc, il suffit de jouer sur un facteur. Donc c'est probablement ce qui explique comment si ce système de double ségrégation suivant une seule phase de synthèse s'est mis en place. Est-ce que je réponds à ta question? À peu près. Oui, c'est un début, c'est bien. Autre question? Bon. Eh bien, ainsi, Monsieur Gaillon. Oui, je voudrais poser une question que m'inspirent en philosophe les deux conférences qu'on vient d'entendre sur le déterminisme du sexe, un problème théorique fascinant pour les évolutionnistes en particulier. Bon, ce que l'on comprend bien, c'est qu'il y a beaucoup de manières de faire en sorte qu'il y ait deux sexes. Il y a beaucoup de manières génétiques et puis il y a aussi d'autres manières qui reposent sur des facteurs environnementaux. Bon, donc on doit bien admettre qu'il y a une pression évolutive extrêmement forte pour que ça reste, mais ça peut se faire n'importe comment, enfin je dirais pas n'importe comment, mais de manière extrêmement variée. Alors si cette fonction, au fond cette fonction des espèces qui est de sexe, si elle est si fortement gardée, comment se fait-il en comparaison avec d'autres cas, comme par exemple, je ne sais pas, dans la respiration, la conservation du cytochrome C, comment se fait-il, au fond, qu'il y ait une telle diversité, si c'est si important? Pourquoi est-ce qu'au fond, on ne s'est pas fixé une bonne fois pour toutes sur un mécanisme simple, par exemple, un gène, et puis pof? Bon, pourquoi est-ce qu'il y a une telle diversité? Quels sont les facteurs causaux qui expliquent ça? Je pense que ça, c'est la grande question. Ben oui, mais... Vous avez touché la grande question. Je pense qu'il n'y en a pas une réponse très simple, c'est pareil, pour une demi-heure au moins. Je pense que c'est extrêmement difficile. Je pense que le fait que les traits d'histoire de vie des organismes sont tellement différents et ça contraint tellement les mécanismes de déterminisme qu'il ne peut pas en avoir qu'un. C'est très difficile de trouver que... je ne pense pas que c'est possible d'avoir un seul mécanisme qui soit valide pour tous ces organismes qui ont des histoires de vie tellement différentes qui contraint l'évolution de leur chromosome sexuel ou pas. Donc ça, c'est une petite réponse, mais je pense qu'il n'y en a pas de réponse pour l'instant. Et c'est quelque chose, c'est assez extraordinaire, effectivement. Pourquoi, à la fin, effectivement, il y a toujours des mâles et des femelles. Donc ce côté-là, c'est conservé. Pourquoi autant de mécanismes? Je ne connais pas la réponse. Je suis d'accord, il n'y a probablement pas de réponse. Il y a peut-être un début d'explication qui réside dans le fait que beaucoup de gens qui théorisent sur les chromosomes sexuels disent que c'est une évolution très très lourde que de fixer un chromosome. Et le cas du chromosome des mammifères est peut-être l'exemple. En réduisant sa taille, en limitant à quelques gènes importants dans la spermatogénèse et la différenciation, il a fallu perdre tous les gènes qui étaient importants sur le X, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Il a fallu trouver un moyen de compenser le dosage de ces gènes. Donc, je ne sais pas si on peut parler, c'est peut-être impropre de parler d'un poids évolutif, mais c'est lourd de faire ça. Et donc, en fait, c'est l'analyse de ce qu'on voit chez d'autres espèces, c'est que finalement, la variation de tout ça peut permettre de ne pas fixer le chromosome, soit en changeant de déterminant, soit en changeant de chromosome. Voilà. Et il y a peut-être une part de réponse là-dedans, que finalement, c'est pas évolutivement souhaitable, je dirais, d'avoir le même déterminant bloqué sur des millions et des millions et des millions d'années, parce que ça peut conduire à sa mort, comme certains théorisent, que le chromosome Y va bientôt disparaître, parce que
voilà, il est sur une voie, un cul-de-sac évolutif en termes d'évolution. Il diminue, et à un moment, il ne sera plus là. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est au moins une théorie qu'on peut retenir. Moi, je voulais juste revenir. Je crois qu'à un moment, Susanna, tu avais l'air de dire que la taille dépendait en fait du dimorphisme sexuel. Enfin, c'est-à-dire que comme il y avait un dimorphisme sexuel moins important, éventuellement la taille était moins importante. Oui, c'est pas absolu. Il y a plein de contre-exemples. Ouais. Et je me demandais du coup, chez les poissons, si on applique ça, qu'est-ce que ça donne? Parce que le dimorphisme sexuel chez les poissons, parce que là, tu as l'air de dire qu'il y a quelques gènes et puis ils se baladent un peu, donc ça a l'air peut-être moins contraignant. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de dimorphisme sexuel chez les poissons? Non, il y a beaucoup de dimorphisme sexuel chez les poissons. Et il y a beaucoup une part importante de ce dimorphisme qui n'est pas liée du tout à des gènes autour du déterminant. Ils sont, comme on le rappelait tout à l'heure, des gènes qui sont le contre-coup de la différenciation testiculaire ou ovarienne et la libération d'un certain nombre d'hormones qui vont sexualiser l'ensemble des compartiments somatiques. Il y a des cas quand même de gènes liés au sexe. Le cas d'école le plus connu, c'est le cas du guppy, qui est un petit poisson d'aquarium que pas mal de gens connaissent. Les mâles sont très colorés et les femelles sont relativement ternes. Et le mâle utilise sa coloration pour faciliter la reproduction, c'est attractif, etc. Et donc il y a quelques gènes de pigmentation chez le guppy qui sont très fortement liés aux déterminants majeurs. Et donc en fait qui sont sélectionnés comme ça. Donc il y a aussi ce cas-là, mais on trouve un peu de tout. Mais je ne sais pas si ça a une implication sur la taille du chromosome sexuel chez les poissons, par contre. J'ai peut-être une question pour toi, Yann. Yves, excuse-moi. Est-ce qu'on sait la structure, donc est-ce qu'il y en a quelque chose dans les chromosomes? Donc tu as montré que donc, des poissons, le gène du déterminisme peut passer d'un chromosome à l'autre. Et est-ce qu'il y a quelque chose en commun dans ces chromosomes? Est-ce que vous avez des connaissances là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose structurel qui peut laisser penser ou est-ce qu'il laisse des traces, par exemple, aussi? S'il y a un gène du déterminisme qui a été dans un chromosome, quand il va bouger dans notre chromosome, est-ce qu'il a laissé une trace? Si c'est une région très petite, ça n'aurait pas été attendu que le chromosome ait des footprints of an ancient sex determining gene. Mais je ne sais pas si chez les poissons, c'est pas connu. Ça n'a pas été étudié, c'est une question qu'on voudrait explorer avec le cas du brochet qui a perdu son déterminant, savoir si finalement le LG24, qui est le chromosome, l'ancien chromosome sexuel des populations nord-américaines de brochet, est-ce qu'il a retenu cette espèce de footprint de son rôle ancestral comme chromosome sexuel. Je vois où tu veux en venir, il y a des théories qui disent que certains chromosomes sont meilleurs que d'autres pour être des chromosomes sexuels. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est les gènes qui sont sur les chromosomes sexuels qui peuvent être meilleurs que d'autres, mais est-ce que ça peut être étendu aux chromosomes? Je ne sais pas. Mais je sais que ça a été décrit dans la littérature, qu'il y a des hypothèses comme ça. En tout cas, chez les poissons, ça, à ma connaissance, ça n'a pas été montré. Pour rebondir sur la question de l'évolution des chromosomes sexuels, pourquoi le système que vous avez décrit avec le déterminant sexuel qui est dans un autosome ou qui recombine parfaitement normalement de part et d'autre n'est pas prédominant? De fait, chez les poissons, il est prédominant. Oui, mais du coup, ça a l'air d'être le système idéal. Pourquoi aller jusqu'à une différenciation, inhiber la recombinaison et entraîner toute la différenciation du chromosome sexuel? Est-ce qu'il y a un avantage à avoir un chromosome sexuel, du coup? Je ne sais pas. Effectivement, le cas de la MHR2, là, chez le fougou, où il y a un simple allèle qui est capable de gouverner le sexe, ça semble tellement simple et tellement efficace qu'on se demande pourquoi on n'a pas trouvé plus de cas. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'on ne les a juste pas trouvés, parce que d'un point de vue génétique, c'est extrêmement difficile. Parce que... ils ont fait des approches génétiques, des gens qui ont découvert ça extrêmement résolutif pour réussir à cartographier ce simple allèle variant. Donc c'est probablement assez lourd d'un point de vue méthodologique. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été trouvé chez d'autres espèces. Mais ça semble tellement simple qu'on se pose la question que, effectivement, pourquoi c'est pas plus répandu? Moi, je suis d'accord avec vous, mais je n'ai pas la réponse.